Allez, on va plonger ensemble dans le monde à haut risque des startups de la climate tech. Et surtout, on va essayer de se mettre dans la tête des investisseurs qui décident de leur avenir. Eh bien, c'est exactement le genre de questions que se posent des investisseurs comme ceux de Cleantech Business Angels. Comment est-ce qu'on arrive à déceler le potentiel, le génie derrière une idée qui, de prime abord, peut paraître complètement folle? Alors, pour comprendre la décision d'un investisseur, il faut commencer par regarder le terrain de jeu. Et dans le monde de la climate tech, on peut dire que la compétition est féroce. Voilà un aperçu de ce qu'on appelle le deal flow, c'est-à-dire le flux de dossiers qui arrivent sur le bureau d'un investisseur. Il y a vraiment de tout, de l'agri-tech, de l'urban-tech, chaque projet est analysé, noté. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un cas très particulier, Aeranov, qui a été classé en niveau 2. Ok, pour bien cerner Aeranové, il faut d'abord écouter leur histoire, leur pitch. Et comme dans toute bonne histoire, tout commence par un problème. Et là, c'est un très très gros problème. 1 milliard d'euros. C'est l'estimation du coût annuel des dégâts causés juste par les poussières du Sahara dans les zones tropicales. Ça touche à tout, la santé publique, l'agriculture et même le rendement des panneaux solaires. Le problème est donc bien réel et il est massif. Alors face à ça, Aeranov arrive avec une double casquette. D'un côté, du matériel, le projet Carian, un réseau de capteurs super avancé, unique au monde. Et de l'autre, le logiciel DustyTech, la plateforme intelligente qui va analyser toutes ces données grâce à l'IA. C'est la combinaison gagnante, le matériel protège de la concurrence et le logiciel crée la valeur. Et là où c'est malin, c'est que ces données, elles intéressent énormément de monde. La santé, bien sûr, mais aussi les producteurs d'énergie, le monde de l'agriculture et même le transport aérien. Le marché potentiel est donc gigantesque. Le plan de match est posé noir sur blanc. On voit qu'il y a eu 7 longues années de recherche pour valider la science. Et puis d'un coup, une accélération fulgurante. Développement de la plateforme en quelques mois à peine, et hop, lancement commercial prévu dès 2026. C'est ambitieux, hein, très, très ambitieux. Évidemment, qui dit ambition, dit chiffres qui font rêver. Les projections montrent une croissance explosive, avec un objectif de plus d'1 million d'euros de revenus annuels en à peine 3 ans. Sur le papier, l'histoire est magnifique. Peut-être même un peu trop belle pour être vraie. Parce qu'un investisseur aguerri le sait très bien, le pitch, ce n'est que la bande-annonce. Maintenant, il est temps de passer à la due diligence, l'enquête de fond, pour voir ce qu'il y a vraiment sous le capot. Premier point qui fait tiquer l'investisseur, le profil du fondateur. D'un côté, c'est une pointure, un expert scientifique mondialement reconnu. C'est un atout énorme. Mais de l'autre, son profil est purement académique. Aucune trace d'expérience commerciale. C'est le dilemme classique de la deep tech. Un scientifique brillant est-il forcément un bon entrepreneur? Deuxième point qui interpelle, le modèle économique. La force, c'est le modèle SaaS, qui permet une croissance rapide et des revenus récurrents. Ça, c'est top. Le risque, c'est la cible. Les gouvernements, les très grandes entreprises, des clients connus pour leur processus de décision extrêmement long. Un modèle rapide peut-il vraiment fonctionner sur un marché aussi lent? Et forcément, ces doutes amènent des questions. Des questions très directes. La première est brutale. Où sont les preuves concrètes? Pas les projections, non, les résultats. Est-ce qu'il y a déjà des clients, un revenu mensuel, même tout petit? En gros, montrez-moi que quelqu'un, quelque part, est déjà prêt à payer pour ça. La deuxième question, c'est celle de la valeur. Ok, la technologie est super, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle rapporte aux clients? Il faut pouvoir prouver, chiffre à l'appui, que la solution ne coûte pas de l'argent, mais qu'elle en fait gagner. Au final, c'est la seule chose qui compte vraiment. Et la troisième question vient boucler la boucle. Qui va vendre? Avoir un fondateur scientifique, c'est génial pour la crédibilité technique. Mais qui, dans l'équipe, a l'expérience pour vendre une solution aussi complexe à des grands comptes? Parce qu'une idée de génie sans un vendeur d'élite, ça reste souvent juste une idée. Bon, après les questions, place à la vérification. L'investisseur met le beau PowerPoint de côté et se plonge dans les documents officiels, la paperasse. C'est là que la grande vision se confronte à la dure réalité administrative. Qu'est-ce qu'on y apprend? Que la société existe bien. C'est une SaaS, la forme la plus classique en France. Elle est toute neuve, créée en mai 2025, avec un capital de départ de 1 000 euros. Tout est en ordre, mais on voit bien que le projet n'en est qu'à ses tout premiers balbutiements. Et puis, il y a ce document, qui peut paraître anodin, mais qui en dit long. Une attestation de dépôt de 500 euros à la banque. Voilà la réalité crue d'une start-up. Une ambition qui se chiffre en millions d'euros, mais qui commence avec quelques centaines d'euros déposés sur un compte. C'est à la fois très humble et la preuve que le projet est bien ancré dans le réel. Alors, que faire de tout ça? D'un côté, on a une vision immense, un potentiel énorme.
et de l'autre, des risques et des incertitudes bien réelles. Quel est le verdict final de l'investisseur? Et le verdict tombe, Erarinov est classé en niveau 2. Attention, ce n'est pas un non catégorique, c'est plutôt un pas encore. Le potentiel est là, c'est évident, mais il y a des verrous majeurs à faire sauter avant de signer un chèque. Le plus gros, c'est cette fameuse transition, passer d'un projet de recherche génial à un vrai produit qui se vend. La note de l'analyste qui accompagne le dossier résume tout parfaitement. Ce qu'elle veut dire en clair, c'est que la meilleure technologie du monde ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, bien sûr, mais elle est loin, très loin d'être suffisante. Et tout ça, ça nous ramène à la question fondamentale que se pose toute start-up de la deep tech. Pour une idée qui a le potentiel de changer le monde, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance au final? L'excellence de la science ou l'art de la vente?